Heidegger dit quelque part l'ennemi au sens presque de l'évangile, l'ennemi c'est le diable dans l'évangile, l'ennemi c'est, sous-entendu de nous, du peuple allemand, c'est l'Asiate. Herr Professor, Sie haben jahrzehntelang über das Wesen des Menschen nachgedacht. Zu welchen Einsichten sind Sie gekommen? Die entscheidende Erfahrung meines Denkens. La plupart se demandent encore si Heidegger était vraiment nazi ou pas. Moi, je dis simplement que c'est pas seulement qu'il était nazi, c'est plus nazi des grands philosophes. Unserer ganzen geschichtlichen Lage und aufgrund der Zersplitterung der Menschen in verschiedene Religionen, in verschiedene Philosophien, in verschiedenen Verhältnissen zur Wissenschaft, kein gemeinsamer Boden heute besteht, sich unmittelbar und einfach zu verständigen. Quoi de plus grossier qu'un marxiste, n'est-ce pas, s'aventurant dans les profondeurs vertigineuses de la Panzerphilosophie. Was und wer der Mensch sei, nötig ist, heute, wo die Gefahr besteht, dass der Mensch ganz der Technik ausgeliefert wird und eines Tages zu einer gesteuerten Maschine. Si je tue quelqu'un avec un couteau, c'est pas le couteau qu'on va envoyer en tôle, ça suffit maintenant de faire le procès de l'outil. Que l'outil soit une massue il y a 1 million d'années, ou que ce soit un accélérateur de particules, la techné, n'est-ce pas? On n'a pas à en faire le procès, on fait le procès de ceux qui s'en servent. Il s'agit de Franck Lecomte, qui nous écrit depuis la Normandie, et je l'en remercie, et qui me demande la source à partir de laquelle je peux dire que, dans une déclaration d'avant-guerre, bien sûr, notre Heidegger, j'appelle ça d'ailleurs depuis la Panzerphilosophie, moi, a déclaré que la motorisation de l'armée allemande, bref, la création des Panzerdivisionen, ce qui est mieux connu comme Panzerdivisionen, est une étape décisive de la métaphysique occidentale. Voilà, eh ben, je lui réponds que je l'ai trouvé, comme beaucoup d'autres choses, bien plus stupéfiantes encore par rapport à l'image incroyablement valorisante qu'on a de Heidegger dans l'école philosophique française de l'après-guerre. Je dis française parce que même Sartre n'est pas... c'est autre chose, hein, je veux dire, je ne dis pas que Heidegger, ça va de soi, mais je veux dire, c'est autre chose aussi que les Heideggeriens français. Il n'y a pas photo. Mais enfin, je veux dire, il ne voyait pas le danger encore dans l'immédiat après-guerre. Donc de Sartre à Derrida, je puis dire, jusqu'à l'époque contemporaine, il y a un culte de Heidegger qui est presque hors concours. Il y a comme ça. Bon, bref. Alors, j'ai beau multiplier les citations, par exemple, Heidegger dit quelque part l'ennemi au sens presque de l'évangile, l'ennemi c'est le diable dans l'évangile, l'ennemi c'est, sous-entendu de nous, du peuple allemand, c'est l'Asiate. L'Asiate, vous voyez, c'est pas les Asiatiques ou l'Eurasie, parce que ce serait anachronique, il aurait anticipé que la Russie et la Chine, enfin, bref, pourraient faire cause commune. Non, c'est l'Asiate. Je connais un peu mes Allemands, vous savez, l'Asie. Je force le trait exprès là, hein. L'Asie, elle ne commence pas à la Pologne chez eux, hein, je veux dire, dès l'instant qu'on est à l'est de l'Elbe et de la Vistule surtout, n'est-ce pas? On est chez des sous-hommes, ça c'est sûr, par contre, hein, dans le langage du Troisième Reich. Donc, je veux dire, je comprends que Franck soit étonné, mais il sera encore plus étonné si, et je lui recommande, si il parcourait l'intégralité du livre d'Emmanuel Faye. Je rappelle que j'étais aux côtés d'Emmanuel Faye lorsqu'il a été invité à présenter un ouvrage postérieur à celui sur Heidegger. Celui sur Heidegger s'appelle, je le rappelle, et c'est très important de le rappeler, Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie. Il ne se contente pas de critiquer Heidegger, il demande qu'on cesse qu'il soit au programme de l'enseignement de la philosophie. Non pas de censurer Heidegger, il faut en parler dans l'histoire des idées, etc., comme un fiefé nazi d'ailleurs, mais pas de le mettre dans le philosophe aux côtés d'un Platon, etc. Alors bien sûr, on peut toujours dire que ce monsieur n'a rien compris à Heidegger, moi non plus. C'est tellement profond comment on peut improviser.
surtout un marxiste, quoi de plus grossier qu'un marxiste, n'est-ce pas, s'aventurant dans les profondeurs vertigineuses de la Panzerphilosophie. Non seulement, et je l'ai pu confirmer, je l'avais déjà vu à la lecture de ses livres, mais j'ai pu confirmer en discutant avec lui dans le cadre des réunions à la librairie Tropique. Là, il a présenté son livre sur Hannah Arendt cette fois, encore une autre idole, intouchable, celle que j'appelle, n'est-ce pas, la disciple du plus nazi des philosophes. Parce que la plupart se demandent encore si Heidegger était vraiment nazi ou pas. Moi, je dis simplement que ce n'est pas seulement qu'il était nazi, c'est le plus nazi des grands philosophes. Il y a plein de petits philosophes nommés pour quelques semestres comme ça en Allemagne à l'époque du Troisième Reich. Je ne parle pas des Bäumler et des Crick. Hein. Pour tout ça, regardez magnifique article de Lukács, qu'on trouve assez facilement sur le net, et qui fait plus qu'une fiche technique sur chacun des philosophes de cette époque-là. C'est intéressant d'ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, je réponds très précisément qu'il s'agit dans l'édition de poche, du livre de poche, donc de l'ouvrage qui est apparu d'abord en grand format de Emmanuel Faye, et ouvrage qui a pour titre donc Heidegger et l'introduction du nazisme dans la philosophie. Cet ouvrage comporte 9 chapitres. La citation en question se trouve dans le chapitre 9, à peu près vers la fin du chapitre 9, et donc juste avant la conclusion finale, les quelques pages de conclusion. Et je lis d'ailleurs le passage qui correspond à la réponse, qui constitue l'essentiel de ma réponse à la question de notre ami Franck. Heidegger ajoute, oui, alors, parce que Heidegger fait plein de rectifications par rapport aux articles où il s'est un peu compromis, où avant-guerre, il parle librement, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de masquer son nazisme. Après-guerre, bien sûr, comme il est la coqueluche, n'est-ce pas, de gens beaucoup plus humanistes, dans le Midi de la France en particulier, où il avait participé aux réunions au Thor, près d'Avignon. Heidegger ajoute, oui, il fait des rectifications. Donc en 61, il fait une de ces falsifications, hein, n'est-ce pas, où il se censure lui-même, n'est-ce pas? Et c'est ça, il fallait rappeler ça avant de lire ce qui vient. Heidegger ajoute en 1961 un paragraphe sur l'histoire de l'être. Oui, en 61, ça passe mieux l'histoire de l'être que l'histoire des forces armées motorisées du Reich, et supprime les 3 pages de la conclusion véritable du cours de 1940. Or, dans cette conclusion, donc Emmanuel Faye s'est reporté, n'est-ce pas, à la source au cours de 1940. Dans cette conclusion, il soutient que la motorisation de la Wehrmacht, qui venait d'assurer les victoires militaires du Reich nazi dans la campagne de France, chacun sait que c'est bien sûr les divisions blindées qui ont emporté la décision. Et ça a été une occasion de rendre célèbre ce jeune capitaine de Gaulle qui avait déjà écrit juste avant la guerre un essai sur le rôle des blindés dans l'armée moderne et qui avait déjà vu qu'il y avait au moins un retard français à ce niveau-là. Pas dans toutes les armes, mais certainement dans les blindés. Donc, la motorisation, je reprends Heidegger, la motorisation de la Wehrmacht, qui venait d'assurer les victoires militaires du Reich dans la campagne de France, n'est pas un phénomène relevant du technicisme, dit Heidegger, mais, je cite, un acte métaphysique. C'est un langage codé, n'est-ce pas? Quand on dit métaphysique sur la plume de Heidegger, il y en a qui disent « Oh là là, il faut que je me renseigne, il faut que je relise tout depuis la métaphysique d'Aristote. » N'est-ce pas? Jusqu'à Kierkegaard, en passant par Leibniz, Spinoza. Bon, allez. Voilà. D'ailleurs, le plus grand spécialiste de la langue du Troisième Reich, de cette codification, de cette perversion des mots apparemment courants, à savoir Victor Klemperer, que j'ai été bien heureux de citer dans une autre série d'émissions, celle que je fais, vous savez, sous le titre de Musicosophie avec Émeric Monville. Je l'avais cité, là, il s'agissait de musique du répertoire classique. Il s'agit Victor Klemperer, du frère de l'illustre chef d'orchestre Otto Klemperer, un des grands chefs charismatiques du XXe siècle. Ce Victor Klemperer était un érudit de la littérature française, un grand traducteur,
et juif, et qui a survécu d'abord par miracle, n'est-ce pas, qui a échappé à la déportation parce qu'il avait épousé une Allemande. Il a bénéficié dans les premières années d'une loi qui disait que ça ne s'appliquait pas la déportation à ceux qui étaient mariés à une Aryenne, mais quand la solution finale a été décrétée et qu'il n'y avait plus de nuance entre ceux qui étaient mariés, les Aryennes et les autres, je veux dire, il a sauvé sa peau en passant en Suisse. Et surtout, il s'est spécialisé pendant des années de recherche sur, et c'est là qu'il est très intéressant, sur la langue du Troisième Reich. Comment il faut décoder chacun des mots du Troisième Reich. Vous savez que, par exemple, Emmanuel Faye s'attarde longuement sur le terme völkisch. Folk, c'est le peuple, comme dans les langues anglo-saxonnes, c'est des langues germaniques, tout ça, n'est-ce pas? Sauf que c'est VOL, Volkswagen, c'est la voiture du peuple, hein, tout ça, tout simplement, qui a été créée d'ailleurs sous le Troisième Reich. Je me dis que c'est une voiture nazie, même si c'est apparu sous le Troisième Reich. Je ne suis pas très sectaire. Völkisch, l'adjectif, quelquefois adverbe, mais le plus souvent adjectif, on pourrait penser qu'il faut le traduire par populaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est peuple au sens des racines presque biologiques. C'est une histoire de sang, ça, le Völkisch. Bon, bref, c'est pas la loi du sol en Allemagne, c'est la loi du sang. Blut. Je relis et j'enchaîne sur le petit paragraphe qui concerne Klemperer. Heidegger ajoute en 1961, il ajoute un paragraphe sur l'histoire de l'être et supprime les 3 pages de la conclusion véritable du cours de 1940. Or, dans cette conclusion, il soutient que, on est loin de l'histoire de l'être, la motorisation de la Wehrmacht, qui venait d'assurer les victoires militaires du Reich nazi dans la campagne de France, n'est pas un phénomène relevant du technicisme, je cite, mais un acte métaphysique. Heidegger cohérent, lui qui a toujours, n'est-ce pas, fait la critique de la technique, comme une flopée d'écolos d'aujourd'hui, et ça se fait passer pour un thème de gauche, ça, de faire la critique de la technique. Vous comprenez pourquoi je suis un peu virulent quand je dis si je tue quelqu'un avec un couteau, c'est pas le couteau qu'on va envoyer en tôle, ça suffit maintenant de faire le procès de l'outil. Que l'outil soit une massue il y a 1 million d'années, ou que ce soit un accélérateur de particules, la technique, n'est-ce pas? On n'a pas à en faire le procès, on fait le procès de ceux qui s'en servent et des fins auxquelles ils destinent cette technique. Bref, enfonçons le clou, il faut revenir au sujet au lieu de faire les procès des objets. Vous voyez, ce n'est pas la création la motorisation de la Wehrmacht, ce n'est pas du technicisme, c'est un acte métaphysique. Autrement dit, moi, Heidegger, je suis cohérent, je ne veux pas faire la critique de la technique. Non, mais c'est plus que ça. C'est pas à critiquer comme étant une scorie du technicisme que je dénonce à longueur de page dans toutes mes œuvres et bien avant. Et ça, j'insiste sur ce thème parce que Heidegger, c'est ça que je lui reproche le plus. Je ne peux pas être plus honnête. Peut-être que j'aurais été plus nazi que lui à l'époque. Allez savoir, je ne peux pas être plus honnête. Dans la confusion intellectuelle, j'aurais été au chômage, je veux dire, c'était terrible, les années 30, n'est-ce pas? Alors, regardez tous les travaux de recherche de Chapoutot, hein, que j'ai utilisés dans une autre vidéo, et j'ai même projeté quelques extraits de ces excellentes vidéos sur certaines parties de l'histoire du Reich. Oui, vous citez un certain nombre de cas exemplaires de évidemment de ce passage dans l'administration de la République fédérale d'Allemagne de dignitaires nazis et aussi dans le privé, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi avec la question du management, c'est que les anciens dignitaires nazis sont très prisés dans les entreprises privées. Oui, parce que d'une part, des gens comme Reinhard Höhn sont des gens qui ont été très bien formés, hein, ils ont généralement un doctorat, ils ont une très bonne formation universitaire. Et par ailleurs, pendant 12 ans, l'industrie privée ou l'économie privée a vécu une véritable orgie de commandes et de profits grâce à eux, puisque la SS est également un empire économique, un empire concentrationnaire qui loue à des tarifs défiant toute concurrence une main-d'œuvre quasi gratuite donc, à l'industrie allemande. Donc ces gens-là, dans l'industrie privée, n'ont pas oublié les services rendus. Et donc on se rend compte qu'après 1945, les réseaux SS, et singulièrement les réseaux du SD, c'est-à-dire du service de renseignement
renseignement de la SS auquel appartient Reinhard Höhn, ces réseaux-là sont en place partout, dans la haute administration, dans le privé, dans la diplomatie, à l'université, à l'hôpital, dans la police. Et ces réseaux-là permettent de recycler, de recaser ce qu'on appelle les alte Kameraden, les anciens camarades qui sont dans la difficulté. C'est exactement ce qui est arrivé à Reinhard Höhn, qui est d'abord employé par un think tank patronal à la fin des années 40 et qui très rapidement se voit mandaté pour créer une école de commerce. Pour les nazis, c'est très clair. L'individu en soi n'a pas de sens, n'a pas d'existence et n'a pas de droit en dehors de sa productivité. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich, de produire pour la race, vous n'avez pas le droit à la vie. C'est très clair. Les les êtres non productifs, je reprends la terminologie nazie, sont considérés comme des vies indignes d'être vécues. Alors déjà, sur l'efficacité allemande et l'efficacité nazie, nous sommes tributaires, quand nous disons cela, du discours que les nazis ont tenu sur eux-mêmes, l'organisation impeccable, les trains qui arrivent à l'heure, etc. Or, dans la pratique, ce que l'on observe à partir de 1933, c'est que le fonctionnement nazi est un gigantesque maelstrom, une cacophonie permanente, très désorganisée, parfaitement anthropique d'ailleurs, et totalement consummatrice de temps, d'énergie, d'argent. Dans la confusion où il y avait le monde intellectuel allemand, peut-être on aurait fini par persuader que si j'étais depuis 3 ans au chômage, c'était à cause que les Juifs occupaient tous les emplois, de la communication, de la culture, tu vois, et je ne parle pas de tous les autres métiers, voilà. Bref. Et qu'ils étaient bien sûr la section avancée du bolchevisme international, et vous savez que l'ennemi juré du Troisième Reich, mais là ne me croyez pas sur parole, consultez les documents d'époque. Rien ne vaut l'étude de documents en matière d'histoire. C'est pas les juifs ou les communistes qui sont pointés du doigt dans le discours nazi. C'est le judéo-bolchevisme, c'est inséparable chez eux. D'ailleurs, Jésus, Marx, tout ça, c'est les juifs. Dans la tête nazie, c'est comme ça. Le collectivisme, la charité, le tendre la joue, il ne faut pas tendre la joue, il faut foncer à coups de panzer. Allez, donc, vous voyez, très important qu'il précise que cette motorisation n'est pas un phénomène relevant du technicisme, celle-là, elle est bien bonne, mais un acte métaphysique. Alors, on sublime ici la technique, alors qu'on la vilipende en général. Victor Klemperer, donc le frère du chef d'orchestre, a montré que le mot historicité était devenu un mot-clé de la langue du Troisième Reich, ou LTI. On peut dire qu'avec son usage par Heidegger, le mot métaphysique était lui aussi en passe de devenir un terme de la langue du Troisième Reich. Chez Heidegger, c'est très ambivalent, sa relation à la métaphysique. Parce que là, tout d'un coup, c'est valorisant, la création des Panzerdivisionnels est un acte métaphysique, et puis c'est l'époque où il fait l'éloge du Reich, où il dit l'ennemi c'est l'Asiate, où il dit que le pays de Descartes, il a beaucoup travaillé sur Descartes, n'est-ce pas, que la pensée de Descartes est l'occasion d'une grande régression. Après, il va essayer de rattraper le coup après-guerre, mais d'une grande régression, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'être. Une dégénérescence, pour reprendre son mot. Bon. Alors que son maître, le grand philosophe, c'est pas ma position, mais j'ai beaucoup de respect pour celui qui a lancé Heidegger à l'université, c'est Edmund Husserl, le père de la phénoménologie, enfin de la phénoménologie du XXe siècle, parce que quand on dit la phénoménologie, il y en a qui pensent à Hegel quand même. Mais quand on dit la phénoménologie tout court, comme courant de pensée, il s'agit bien sûr de ce qui découle de Husserl. Pour aller directement à l'essentiel, chez Heidegger, le mot est tantôt laudatif, c'est le cas ici, tantôt péjoratif. Que la métaphysique à partir de Platon, qui est le premier, et certains disent sans doute le plus grand des métaphysiciens, qu'à partir de Platon, pour Heidegger, la réflexion philosophique abandonne le souci de l'être. Déjà, la division platonicienne entre essence et apparence est inadmissible. On a déjà trahi le grand contact immédiat avec l'être qu'avaient les présocratiques, les Parménides et j'en passe. Voilà, j'ai déjà fait des développements là-dessus, j'y reviens pas. Donc, vous voyez, tantôt métaphysique est un terme péjoratif, c'est-à-dire c'est
on fait abstraction de ce qu'il y a d'irréductiblement ontologique dans l'être, tantôt métaphysique à son sens courant, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la nature, au-delà de la physique, au-delà de la science, n'est-ce pas, au-delà des savoirs positifs. Et c'est le cas pour ce qui est de la motorisation de la Wehrmacht. Fin de citation. Je suis bien content d'avoir l'occasion de rajouter cet appendice à la séquence que vous avez la gentillesse de visionner. Je vais commencer une période et je ne suis pas retombé sur mes pieds, je m'explique. Quand je dis après tout, j'aurais pu être pire que Heidegger lui-même. J'essaie de montrer mon honnêteté. C'est pas à moi de prouver mon honnêteté. Je veux dire, on est toujours une crapule là où on ne s'attend pas à l'être. Hein. Je ne suis pas en train d'idéaliser ma personne. Et j'ai comme tout le monde un inconscient personnel. Ça n'a aucun intérêt. Puis j'ai un intérêt de classe, certainement aussi. C'est pas à ce niveau-là. Mais je ne parle pas d'honnêteté absolue, philosophique, métaphysique. Je parle d'honnêteté intellectuelle. On trouve que je suis des fois un peu trop obsédé par le nazisme. C'est extraordinaire qu'au moment où le nazisme revient le plus à l'actualité, en Europe, l'extrême droite en général, et alors certains discours qui se réclament ouvertement des pires positions de l'époque nazie, je pense en particulier au gouvernement avec lequel toute l'OTAN entretient les meilleures relations, et d'ailleurs, je pense à l'Ukraine ou les pays baltes, n'est-ce pas, où il y a des propos et même des insignes, une signalétique, pour parler comme spécialiste de la com, ouvertement nazi. J'ai poussé l'honnêteté jusqu'à dire que j'aurais peut-être été pire que Heidegger pendant la guerre. J'applique ici mes convictions marxistes, vu même milieu d'origine, d'une bourgeoisie expatriée. Imaginez, n'est-ce pas, qu'au lieu que mes parents, mon père ait été affecté dans l'administration coloniale française et il aurait été dans le sud-ouest africain allemand, comme on disait à l'époque, l'actuelle Namibie, ou en Tanzanie, qui s'appelait Tanganyika à ce moment-là, ou au Togo et Cameroun. Il y avait comme ça quelques petites taches allemandes dans les immenses empires coloniaux français et anglais. J'aurais été tout droit désigné pour être un sympathisant du Reich, déjà sociologiquement, mais c'est pas ce que je lui reproche le plus, d'avoir eu des idées nazies à ce moment-là. Personne ne pouvait être officier du Reich s'il n'était pas au parti nazi, par exemple. Mais tous n'étaient pas des bourreaux, y compris ceux qui étaient inscrits au parti nazi. Très rapidement, je vous donne l'exemple. C'est rare que je donne une anecdote personnelle, mais je veux dire mon ex-beau-père, que l'atterri soit légère, comme on dit, qui était un as de la Luftwaffe, de l'armée de l'air allemande pendant la guerre, qui était donc inscrit au parti nazi comme tout officier. C'était un petit officier, mais qui était, avant la guerre, professeur de vol à voile, les planeurs, et de gymnastique dans les lycées, et sa spécialité, c'était le vol à voile. Et donc, comme les avions venant à manquer avec tout ce que les Anglais, les Russes, les Alliés abattaient, les planeurs ont joué un rôle important comme entraînement préalable pour les apprentis aviateurs du Reich. Avant la guerre, en 1936, les Jeux Olympiques, en 1936, mon ex-beau-père, on lui demande de Berlin sa sélection de sa région, n'est-ce pas, pour participer aux Jeux Olympiques de Berlin. On lui répond de Berlin, bon, c'est très bien les performances, 10, 6 au 100 mètres, ça tient la route, c'est formidable. Mais écoutez, les Blum, les Birnbaum, ça, vous me les enlevez. Enfin bref, il y avait des Juifs dans sa sélection. On lui demande de les enlever. Réponse de mon beau-père, inscrit au parti nazi, mais je ne comprends pas ce que le sport vient faire ici avec la politique. Je suis sûr que si le Führer était au courant de votre lettre, il ne serait pas content du tout, vous voyez, ce que Hegel appelait déjà la misère politique allemande, voilà, je vais dire. Bon, mais ce n'est pas une crapule, ce type-là. Bon. Donc, j'essaie d'être honnête intellectuellement, j'aurais peut-être été pire. Ce que je ne pardonne pas Heidegger, c'est l'après-guerre. Vous voyez, c'est le rôle qu'il a joué, autrement dit, si je peux me permettre dans mon collimateur, puisque à cause de l'objet dont je parle, je suis induit à des métaphores qui tournent autour de l'armée et des armes. Dans mon collimateur, j'ai surtout l'école française de philosophie d'après-guerre, avec une bande de faussaires dont certains interdisent encore maintenant l'accès à certains manuscrits compromettants de Heidegger, par exemple.
qui font régner autour de lui cette gouroutisation, pardon pour le barbarisme, épouvantable. Ce que je ne pardonne pas à Heidegger, c'est qu'il continue à faire le procès de la technique, à garder les mêmes idées anticommunistes, et qui soit le philosophe Coqueluche de l'OTAN. L'OTAN qui, à cette période-là, dans l'immédiat après-guerre, est tellement absorbée par la lutte anticommuniste, en l'occurrence ici anti-soviétique. Je n'en donnerai que deux exemples de la compromission de l'OTAN avec ce qu'il y a de pire dans le nazisme, c'est les recrutements. Le recrutement, le chef des services secrets allemands de la République fédérale d'Allemagne, maintenant c'est juste si on n'en fait pas le modèle de la vertu démocratique, alors que c'est la droite allemande qui le dirige, la plus compromise avec ce dont je vais parler, avec l'atlantisme. Les Américains refilent au service secret allemand de la République fédérale d'Allemagne, là je suis après-guerre, le général Gehlen, qu'on appelait le général gris, qui était chargé de l'espionnage anti-soviétique et qui traquait, n'est-ce pas, et il valait mieux ne pas être dans la peau des communistes qui faisaient prisonniers. Et c'est lui, pas, qui va diriger les services secrets de l'Allemagne fédérale jusqu'à sa mort. Deuxième recrutement, Klaus Barbie, oui, le bourreau de Jean Moulin, fait prisonnier par, comme beaucoup dans les zones d'occupation occidentale par les Américains pendant la guerre, et qui refile à la dictature bolivienne de Hugo Banzer, qui était le bourreau de la Bolivie à l'époque, et dont la préoccupation première était de lutter contre les maquis castristes, toujours le même combat. Tu vois. Et Klaus Barbie a repris du service, a bouffé du coco, mais d'une manière sanglante, n'est-ce pas, auprès de la police des services spéciaux boliviens. Voilà, je veux dire, que Heidegger n'ait pas dénoncé ce camp-là, qu'il ne s'en soit pas démarqué, mais qu'il soit devenu la coqueluche de ce camp-là. Le pape, je ne parle pas de Jean-Paul II, que le Canard enchaîné appelait Jean-Polski, mais de si les deux d'ailleurs, Jean-Paul II comme son successeur, Benoît, je crois, et recommandaient la lecture de Heidegger à leurs ouailles, pour prendre un terme consacré, c'est bien le cas de le dire. Donc je ne suis pas dans l'imaginaire, là, je ne force pas le trait. Combien de fois je dois vous dire que je suis en deçà de la vérité, comme s'il était si pénible à penser qu'on a du mal à aller jusqu'au bout à chaque fois. Voilà, je voulais rajouter ceci pour finir mon raisonnement. J'aurais peut-être été pire. Donc ce n'est pas tellement le Heidegger d'avant-guerre. Il ne faut pas être sorcier pour se convaincre à quel point il était nazi. C'était le plus nazi des philosophes de son temps. Et si il a eu des démêlés avec sa hiérarchie et l'université et l'administration universitaire à Fribourg, c'est précisément parce qu'on ne le trouvait pas assez politique et trop compromettant. Il était trop radical, si vous voulez. Ne croyez pas sur parole là-dessus, consultez la documentation, nous l'avons maintenant. Les archives sont ouvertes, sauf celles qui nous sont interdites d'accès par les disciples français et parisiens de Heidegger. Voilà. Donc, ce n'est pas ce Heidegger-là, tellement, puisque je vous dis que j'aurais peut-être été pire. Comment voulez-vous que je sois plus honnête? En probabilité. Encore, quoi. On se demande si c'est le même jeu, mais ça, c'est un autre problème quasi métaphysique. Quand les conditions sont indifférentes à ce point, est-ce que c'est la même identité? Mais ce que je ne pardonne pas, c'est l'après-guerre. C'est l'acharnement. Il n'y a aucune culpabilité chez ce type. Quoi. Donc voilà, je veux dire, je tenais à faire cette mise au point et je remercie Pierre-Alain d'avoir bien voulu jouer les prolongations pour m'autoriser à le faire.